السادة والسيدات الحضور، مرحبا بكم مجددا في المحاضرة هنا بقصر الثقافة. رجاء التزام الأماكن خاصة هناك في مدخل القاعة. أرحب بالسيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد الحاضر معنا في القاعة. أرحب بالأساتذة الكرام والباحثين والأكاديميين المشاركين في هذه المناسبة الطيبة التي تجمعنا هنا بقصر الثقافة كما قلت. أذكر أنه يجب أن نلتزم الأماكن وأن نلتزم بالهدوء نوعا ما قبل بداية المحاضرة أو قبل استئناف المحاضرة الثالثة لنهار اليوم. تقريبا كان فيه 4 مظاهرات، سيسنوسي إذا مانيش غلط، 4 محاضرات في اليوم، يعني 4 في اليوم الأول، 4 في الثاني، يعني 8 وتقريبا 12 محاضرة خلال هذه ال3 أيام اللي جمعتنا هنا بقصر الثقافة مفدي زكريا من 27 إلى 29 ديسمبر. الاستئناف الآن سيكون حول موضوع يتعلق بالبيج داتا، وستكون محاضرة من تقديم البروفيسور طاهر كشادي اللي جاينا من مدينة دبلن. نطقتها مليح؟ دبلن، أوكي، من إيرلندا. فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم وتحياتكم، ولك كل المجال من أجل إثراء هذا الموضوع. مرحبا. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. Vous m'excusez, je suis un peu malade. Normalement ما نجيش، لو كان جاء un autre pays ما نجيش. واحد صاحبي قال لي on organise quelque chose. طاهر لازم تجي. جدي نجي. تسير. Donc aujourd'hui je suis un petit peu comme un androïde ou un drogué. Donc, je me suis vraiment fortifié pour avoir. Donc, si je perds un petit peu ma gorge, je rentre quelque part. Donc, vous êtes prévenus. Voilà, premièrement, il y a quelque chose que j'aimerais bien commencer par la façon dont cette conférence est organisée. سمعتوا peut-être colloque, سمعتوا peut-être séminaire, سمعتوا peut-être conférence, workshop, summits et symposiums. Mais nos amis, ils ont créé un nouveau moyen d'organiser des rencontres scientifiques. Et j'étais ébloui. Parce que avoir plus de 1500, 3000, je pense, vous avez. Et puis, ramener des scientifiques. Et en plus, à la demande, monsieur qui parle, c'est un sujet qui m'intéresse, j'assiste online. Moi, je tire chapeau à mon ami Snoussi, bien sûr, Mourador Ramour. Et lui, là. Vous voyez, donc, je te remercie beaucoup. En plus, quand il m'avait parlé de ça au début, j'étais l'un des premiers de nos rêves. Peut-être l'un des premiers ou le premier. Hein? Il me dit, Tahar, je vais venir à Dublin. Bien sûr. Donc, il est venu à Dublin. On a bien rigolé, hein? Mais on a fait une petite vidéo. Peut-être vous l'avez vue. Elle était très intéressante. Bon, de quelqu'un qui est parti d'ici. Tout à l'heure, je devais changer mes slides parce que on a presque le même cursus. J'étais major de promo ici, ma cash bourse, les années 90 à la Balcom. Donc voilà, c'est une aventure. Je suis arrivé à Paris, je ne savais pas où aller. Donc il y avait un ami de Houma, donc il m'a emmené chez lui. Donc, par la suite, j'ai fait des inscriptions et ainsi de suite. Bon, par la suite, j'ai fait une PhD. Donc, j'ai fait ma PhD. Donc, j'ai fait mon ingénierie ici en Algérie. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport au professeur Tadzaïr. Bon, par la suite, j'ai fait ma PhD à Lille.
Et par la suite, je sais qu'on a pas mal aussi touché par rapport à la France. Moi, je ne critique pas, mais je dis, s'il y a quelque chose de bien de France, il faut le prendre. Il ne faut pas critiquer. Il s'addique, tu le prends. Il s'addique, je ne te le prends pas. Moi, j'ai fait ma thèse. Moi, je remercie la France. Elle m'a formé, elle m'a donné une PhD. Par la suite, j'ai émigré, l'Irlande, j'ai trouvé encore mieux. Mais c'est une richesse par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je parle français, par la suite, quand ça deviendra un peu de sérieux, donc je parlerai en anglais. Voilà. Donc voilà. Donc moi, j'ai deux messages à passer. Wahed, c'est par rapport à nos professeurs. Parce qu'à la belle il y a des professeurs algériens. Quand j'étais ici, j'ai étudié. Comment je peux utiliser celui-là? Donc, bon, j'étais sérieux, je travaillais, etc. Il y avait un professeur qui est reconnu. Hein, il faut faire attention. Donc, on a travaillé. Donc, on a passé un examen. Il m'a donné 18. J'ai consulté ma copie, il n'y a rien. Le professeur m'avait donné 18. Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mon fils, le 20, c'est pour le bon Dieu. Le 19, c'est pour moi. Voilà. Je lui ai dit, merci, monsieur. Vous voyez? Donc, en fait, il m'a convaincu à l'époque qu'il ne fallait pas avoir un 20. Bon, ils n'étaient pas tous comme ça, hein, mais c'est comme ça. Après, bon, quand j'étais en Irlande, etc., mon anglais n'est pas terrible. Hein. Donc, j'étais chercheur, etc. J'ai travaillé, j'ai cravaché, bon, j'ai publié. Et à côté, quand j'étais en Irlande, parce que je ne savais pas anglais, celui qui m'a recruté, c'était un chimiste. Donc, il a vu mes travaux, etc., massively parallel. Donc, il voulait créer un labo applicatif, c'est-à-dire que comment faire du calcul parallèle. Oui, c'était un chimiste. Pourquoi c'était un chimiste? Parce que le laboratoire, ou l'école, ou le département d'informatique, il était petit. Il faisait que de l'enseignement à l'époque. J'ai fait Department of Chemistry. Un Algérien qui partait avec un diplôme d'informatique, etc. Je lui ai dit, écoute, moi je retourne. J'ai un poste en France, je retourne. Non. Je vais te montrer en informatique. Oui, il a fait ça. C'est-à-dire que par la suite, j'ai travaillé, on a publié, etc. Et après, donc, j'ai rejoint le truc. Après, par la suite, il fallait enseigner. Ce que j'ai découvert, les anglo-saxons, ils ont dans leurs universités ce qu'on appelle Center for Teaching and Learning. Center for Teaching and Learning. Il y a les professeurs qui ont des modules. Comment apprendre à enseigner? Ce n'est pas parce qu'on est chercheur, parce qu'on est dans un domaine très particulier. Donc, je me suis dit, je vais commencer par ça. Donc, higher diploma for teaching, c'est-à-dire l'équivalent d'un master ou la DEA. 2 ans. En même temps, نقري hein. وبعد فكرت هذاك البروفيسور اللي قال لي 20 c'est pour le bon Dieu, etc. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui postulent chez nous un 16 sur 20. À la belle, les 16 sur 20, il est bien. Très bien même. Mais quand on fait des sélections, 16 sur 20 même. Par rapport, par exemple, à un étudiant qui vient de l'Inde ou là de Chine, etc., ils ont des A+. A+, c'est entre 17 et 20. Parce que c'est des Houma, ils travaillent avec des classes. Donc, moi, je n'arrive pas à défendre les Algériens. Ok, très très bien. Je voulais le défendre. Et à la fin, j'ai éclaté. J'ai dit, écoutez, je connais le système. Allez, il a eu 16 en maths, il a eu 17 en informatique, enfin, en architecture des ordres. Il est très bien. Parce que je connais le système. Et c'était difficile de le recruter. Donc, moi, le message que je voulais passer à nos professeurs,
il ne faut pas être le 16, il faut qu'il reflète la connaissance de l'étudiant. Pourquoi ne pas donner 20 par rapport au curriculum? Parce que quand on fait un examen, c'est par rapport à ce que vous avez enseigné. Est-ce que l'étudiant a compris? Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas donner un A+ à un étudiant. 20 sur 20 ou les 19,5. Non, il faut juger par rapport à ce que vous avez enseigné. Avec un tel bon Dieu ou un tel là, déjà un tel, peut-être si tu passes avec le problème d'architecture dans un autre, tu n'auras pas 19. Donc voilà, donc il faut se mettre le but. Le but, c'est quoi? Il faut l'assessment, il faut qu'il reflète ce que vous avez enseigné. Donc ça, c'est un message, il ne faut pas hésiter à c'est-à-dire à reward qui manque l'eau de nos étudiants. Il faut. Parce qu'ils sont lésés. À l'échelle internationale, ils sont lésés. Et en plus, ce que je vais dire aussi, dans une classe, il y a un très bon, peut-être il y a un très mauvais. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dans la cervelle le très mauvais, peut-être il n'est pas sérieux, etc. Il a d'autres problèmes, etc. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas parce que c'est un âne. Ce n'est pas vrai. Par contre, il faut, quand vous avez dans un module, je me souviens aussi de quelqu'un, une fois, il a publié les notes, il a oublié la mienne. 10,5 de meilleures notes. Monsieur Kchadi, ils sont venus vers moi, j'ai eu 12. Le major de promo, il a eu 12. Il t'a réfléchi un petit peu. Ça veut dire que tu n'as pas enseigné ton cours correctement. Ou là, tu as jugé dans un examen, tu as donné quelque chose que les étudiants ne connaissent pas, que les étudiants n'ont pas vu. Voilà, donc c'est un message que n'hésitez pas, il faut avoir des A+ dans une classe de 40. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de A+. Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, donc par rapport au reste, moi je vais revenir un petit peu for the presentation. For the presentation, I will give you some introduction about Insight, our center, and data science, big data, and then smart agriculture. Juste pour vous dire que je n'ai jamais fait d'agriculture dans ma vie, hein, je suis informaticien. Hein. Mais vous allez voir, c'est quoi l'apport de big data dans l'agriculture. On a eu des résultats scientifiques hyper intéressants que j'aimerais bien partager avec vous pour voir justement l'application de big data dans smart agriculture. Et pourquoi smart agriculture aussi? Alors pourquoi, vous allez me dire comment on a créé ce centre-là, comment on a le data science, etc. Avant ça, avant de créer ce centre, etc., j'ai travaillé sur beaucoup de projets. Par exemple, j'ai appliqué de l'intelligence artificielle sur des données network avec des entreprises et ces résultats-là et ces projets-là, ils ont réussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc., parce que déjà mon collègue, il a déjà expliqué le cursus, c'est presque pareil. Et j'ai créé ma boîte au début. Tout au début, c'était comment, par exemple, energy efficient dans un building, complex building, comment minimiser l'énergie, c'est-à-dire qui vient, par exemple, de l'électricité, etc. Et on a eu un patent, on a créé une compagnie qu'on a vendue après. Ça m'a permis quand même d'acheter ma maison en Irlande, c'est bien. Et voilà. Après, on a créé d'autres boîtes que j'ai aidé des étudiants. Mais juste pour vous dire que de l'idée à la création d'une entreprise, j'ai sué. Je n'avais pas de vie. Voilà. Heureusement, j'étais célibataire, pour vous dire. Sinon, ça n'aurait pas marché. Alors, pourquoi dans Insight Center, nos dirigeants à l'université, ils sont aussi des visionnaires. C'est ça ce qui est bien. Ils ne sont pas des chercheurs, mais ils sont des visionnaires. Une fois, ils ont vu the data, c'est quelque chose. Il faut faire quelque chose dans le data. Et ils ont regardé que ceux qui travaillent dans le data. À un moment donné, j'ai reçu un mail du président. On a une réunion. Bon, d'accord, le président, hein, il faut y aller. J'ai vu, il a sélectionné un certain nombre de gens qui travaillent. Je vais vous dire quelque chose en anglais. The reputation is built on
the success of your research. Il m'a appelé parce qu'il a vu que j'ai eu des projets qui ont déjà été validés, success stories, etc. Donc, il m'a invité. Il dit, on aimerait bien, dans notre université, de créer un centre data science. Au début, il a parlé de data science. Après, bon, avec mon collègue, etc., on a réfléchi. Bien sûr, on a donné le nom, on a créé le truc. Après, par la suite, et c'est pour ça qu'on l'a créé. Et ce centre-là, aujourd'hui, c'est le meilleur en Europe dans le domaine. Donc, j'avance un petit peu. Alors, l'idée de base au début, ça c'est le président qui nous a dit qu'il faut faire ça. Hein. C'était pas nous. Il a dit, bon, voilà, vous allez faire de basic research, basic and applied research, et il n'y a pas uniquement des informaticiens, collaboration projects, et I would like to see spin-outs. Donc, c'est pour ça que cette vision-là, elle est restée là. Enfin, on appelle sa vision. Donc, par la suite, on a mis ça en place, etc. Donc, there is many people involved and many researchers in the university involved. The idea is to create a healthier, safer, more productive world by empowering a data-driven society to enable better decisions by individuals, communities, businesses, and governments. Alors, how do we create this? We have to think. One university is not enough if we want to be big. So what we did, we went, this is the Ireland, this is the, maybe one of the wilaya of Algeria, all right? We are here. We called the other universities, big universities in Ireland, and we created this. See how much money we got. Nearly 600 million from Irish economy. When I say Irish economy, it means government plus companies. Nearly half. In terms of numbers, we organized more than 14 conferences. We brought a lot of money, by the way, after that. The most interesting thing here is, yes, we have 4 leader universities. We have, more than 450 postdocs. We're still recruiting. Yeah? You see, scientific conferences and journal papers, more than 2,000 for just a center, right? And we have awards. And we have, as well, spin-out companies, 20 to 30. These numbers of last year, the new numbers will appear in January. I am sure we will have better than that. So that's the idea. We created it. And now I'm one of the PIs of the center. Now, these are the expertise we need. We need at that time, and we're still there. Where we have the multimedia, networking, artificial intelligence, of course, optimization, constraint programming, human performance. Human performance, by the way, it's in health. Okay, we have yes, I put here machine learning, computer vision, maths and statistics, and so on. We work because you are a computer scientist. You don't have data. You cannot do anything. But with data, we don't have data. Other fields have data, agriculture, smart cities, and so on, okay? Now, if I speak about myself, I don't want to put too many things because I don't believe in doing many things. I put them like this. Well, first of all, my expertise is in large-scale data analytics and its applications. Within that, I have 2 main applications for 2 reasons. I will come back to that. Well, healthcare data, because I'm involved in health, and as well, the agriculture data analytics. This is as well a new field that we wanted to develop. Again, the same thing. I was called by research center in UCD. We wanted to do something here. What they brought agronomists, and they brought researchers
in agriculture, and of course, computer scientists like me to create this. And we did. We created a conscious project. It's nearly at the size of the center, and the funding was about 17 million. Okay? And then, of course, in there, I have data privacy preserving analytics at scale for another reason. Well, for the same reason. You see this, Tahar, why are you doing data analytics and, of course, more or less cybersecurity, right? Well, because I believe I'm professor of data science. And data science, you need this. So I remember in 2014, I was invited as keynote speaker in one conference organized in Vietnam. And they asked me about biography, right? And I said, I'm professor of data science. I gave them some things. He came to me, he said, you don't think there's an error? Because ما على بالهمش data science. Voilà. Donc, data science, c'est quelque chose qui a émergé il y a longtemps, mais maintenant, il prend beaucoup d'ampleur. Voilà. Now, if you ask me, yes, I'm professor of data science. Now, I will become a teacher now for our students. There is something we've said, these slides, I made them very, very while I was in the conference, because I saw that there are some definitions they need to be explained, okay? So that's why I wanted to make sure that we understand this before even you move forward. That's the way, that's actually the principle of maths, of any science. You need to define things and then you work and you reason about them. So the first thing is, I would like to make sure that you understand what is data science. Data science is a field that deals with scientific methods, processes, and systems to extract knowledge in various forms. In various forms. Can be decision, can be, in the case of cybersecurity or forensics, evidence. Okay? So that's why in various forms. There is another thing, what is data analytics? That's more or less higher level definition of data mining and data analytics. It's just only a few words, maybe the question of time. So it's the process of examining large and varied data sets. But if you look into data mining, at least we have something more, I would say more details and more precise. You say extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful information of patterns from data in large data sets. So basically, the query into the database, it's not data mining. Parce que, voilà, parce que tu interroges, tu veux extraire, par exemple, quel est l'âge de la personne X. Le database. Voilà, donc, ce qu'on cherche ici, c'est quelque chose qui n'est pas trivial, qui est implicite, ça veut dire qui n'est pas écrit dans la database, etc. Donc, on cherche à faire des algorithmes de ce genre. Now, what is big data? We'll come back, okay? Now, there is another thing. We talk about many things. Well, the white space is data science, okay? We agree on that. Now, artificial intelligence, I heard many questions. Yeah, well, are part of the tools. I know I heard some answers. But we have artificial intelligence, we have data science. We need within data science, we need artificial intelligence. But within artificial intelligence, we have machine learning. Artificial intelligence is not different from machine learning. Machine learning is inside artificial intelligence. And then, of course, deep learning is inside machine learning. So why? Because it's a method of learning. Machine learning, there are all techniques of learning. Deep learning is one of them. Okay? So what we can do, we can, of course, for organizing, for controlling, for generating, and extracting, and so on and so forth. So as students, please keep this in mind. Okay? Now, there's one question earlier on about what should we be afraid about this artificial intelligence? We use artificial intelligence in different contexts. I think, we need to make sure that
artificial intelligence is a tool rather than something, a system. No. So what we have in order to use this data science, we have, first of all, you need data sources. Without data sources, you don't have data. Within that, you need to make some protocols around data collection, data extraction, the way you organize them, the way you store them, and so these are all. And then, of course, data analytics is how to analyze this data when it is ready to be analyzed. Of course, you need management techniques, who access to what, and so on. The infrastructure, data centers, and so on. These are all what you need with, to make data science as data science. And then from the other side, what you need, what you expect, you will expect something, of course, decisions, knowledge, models, evidence, in the case of forensics investigations and so on. But what's in the middle? Well, for some older of you, I'm sure you recognize this. Mr. Data. Do you remember Mr. Data? Star Trek. In my generation, yes. Mr. Data has answers to everything, isn't it? It was a science fiction movie, but it was maybe well, in the movie, Star Trek, in Star Trek movie, Data, by the way, that android is called Data. He has answer to everything, right? Yeah? Whatever we need, he has answer, and he gives us even advice, what will be the decision we can make, okay? So we are in this area, in this era now. I mean, we are. Mr. Data is not a mystery. We can have that. Now, within the context of data science, why I put this slide? I put this slide because it happened to me as a consultant, as expert, whatever. When I talk to one of my, the companies, they ask me, oh yeah, I would like you to analyze data to give us. And then after a while, I understood that they don't know what is data. Yeah, well, what is data, guys? You need to ask this question, okay? So I'll give you the definition. So first of all, the data, you have to have objectives and what we call subject. What do you want to analyze within your application? What do you want to know, right? For example, you need to provide some concise view about the entity you want, a company. They have business, right? They want to know, you want to know what they are looking for. Customers, products, stock, and so on and so forth. You want to know. So it means basically you need to know the central focus. What do they want to analyze, for example? What do they want to make decision about? Customers, products, sales, and so on, okay? So then within that, if I know that, then I need what we call dimensions or attributes or features. Then, well, basically there are perspectives, entities with respect, which, to which organization wants to keep records. Because if they know, for example, they are customers, then they collect data about customers, name, surname, and so on. The name, surname, age, and so on, we call them attributes, features, or dimensions, okay? And then, there's one important point there. If you don't have it, or you don't include it within your definition, then you can do nothing, what we call measures. Part of the metrics you may use to analyze and interpret data. Because if I don't know how to measure or what to measure, how can I make a decision, right? Or how I can analyze data. So yes, the data is this. You have three, it's more or less like a structure, all right? It's not just you have an Excel spreadsheet that tells you something like that. No. You need to be precise about what the problem is about, what type, how this, the
the problem is described and how to measure it, right? So that's of course, most of the time, it's not about, the data is important, but actually what you want to do about it or with it, okay? And then big data. Why I didn't give you a definition earlier? Because I know when you think about big, you think about that, okay? Yes, we have that, right? Yes. Okay, you see these people, well, these are not experts, obviously. They say a huge amount of data. Yes, there is an element of size, yes, but it's not only that. We call it big data from our side. It's not because of the size. The size actually, it has already been included when we call, data mining or machine learning. When you build a machine learning algorithm, you need more data to validate it. It means the size is there already, but it's not about that. So the big data, yes, you have volume, huge volumes of data. Why the volume is important? Because when you build an algorithm and you run the data, obviously you all know about the complexity of the algorithm. If you have a high complexity of your algorithm, so it means it will take longer. And of course, the size is important. So it means you have to build efficient or non-complex algorithms to analyze that. But it's not just that, what we call about big data. So that's why if you ask me how to translate it into French, I don't know. Maybe you can help me. Now, the other thing is velocity. The data is generated at high speed. For example, if you take internet today, the web, from time t to time t plus 1, the snapshot you take here and the snapshot you take just 1 unit of time later is you see a big difference, because the data is increasing is arriving at a high risk, rates. So the velocity is important, the rate at which the data is updated, right? And then you have the variety. These ones here we know. If I talk to you about this, you say maybe it's stream data. That's fine. But the variety, types, and nature of the data. If you take, for example, the web, you have text, you have images, you have numbers, you have all sorts of information, right? So then, if I was talking earlier about the measures. If I have an image, and then I have text here, and I have a few numbers over there, what will be the metric I will use to analyze this data? So this is no problem, okay? And then the veracity refers to data quality and data values. Why? Because when we collect the data, we collect it from different sources. Different sources, they have different qualities, right? It can be the quality of the technology, or it can be even worse than that. Practices, protocols, and so on and so forth. So when you try to analyze data with different quality, and there is one golden rule here: no quality data, no quality results, for sure, right? So then you can see that's very, very big challenge. You have 1, 2, 3, 4 challenges. That's what I call primary challenges. But now, because of the exercise, IBM, when they started defining big data with V's, people started to extract their, imagination or skills, whatever, to create more V's. But bear in mind, these are primary, but you can have up to 8 V's, right? Yeah. Some of them, like, for example, the visualization value, okay? Viscosity, for example. Yes, they create some problems. But I imagine if we process, if we deal with this, we have already done a big step. Primary, the others, I call them secondary. And actually, you will see, for example, when we solve these, we might solve something like, for example, visualization as well. So don't be impressed by the V's, but understand by the primary challenges, okay?
Yeah, yes. So the big data is increasing at exponential time, and that's one of the problems. The velocity and the volume, but as well for the veracity and variety is as well increasing. As you receive more data, as you have more dirty data. So it means the problem is not just if you leave any little noise there, it becomes huge. So it means in terms of maths, if you follow this, if you study these increments, it becomes like series which basically diverge, doesn't converge. Now, I like to put you within the perspective of big data. What will be the big data? Yeah, if we look at I looked some statistics on the web like everyone else. By 2026, you can see, about billions of dollars, how much. But I put this here is the technologies, it will not change that much, right? It's everywhere, but the technology they increase as the market increases. So it's more or less it's a linear fashion in terms of technologies there. We are not, well, which is a good thing, right? Now, if you ask me where is the big data, mashallah, c'est dans tous les domaines. Hein? Medical, insurance, transportation, education, manufacturing, energy, healthcare, banking, and so on. So studying data science and big data is part of data science, I can tell you, you will have a huge future and many problems to solve if you like to solve them. Now, there is one missing here, and that actually I would like to add it because it's behind so far, is the agriculture. It's behind. Let's say that, okay? So we didn't include it. But it's coming. It's coming. Now, I give you an example where big data will make a huge change in smart cities, right? And we know how to do that, all right? We collect data, we analyze it, we make decisions, and so on and so forth. We live with the evolution of the city, and if we build this process properly, we can do that. And of course, then you can see this everything, no traffic, everybody has a house, and energy is well, if used efficiently, and so on. So it's not a fiction. We can do that, right? But we need to understand that. We need to implement this now. That's the thing. How to do that? That's where the complication may becomes a bit. Now, before I go into the agriculture, I would like to warn you, I use the word future in my title. And the future is not bright if we continue the way we do it, right? Yeah, okay. Today we have a huge amount of sensors to capture the data. We know how to search the data. I say we know. It doesn't mean there's a huge efficiency there. We know how to share it, and we know how to transfer it from one device to another. Easy. Now, the things that we need to improve, storage. There is one thing, big data is dirty. How to curate it properly, how to make data. I was talking about variety and veracity, right? So the curation is not there because we need algorithms. We need efficient algorithm to do that. Of course, the analysis is not there yet, for all problems. Well, visualization is not as well. We don't know how to visualize big data in general, as a general concept. In case by case, we can do that. This is the problem. Privacy. Privacy, we need to think about that. When you go, I'll give you a simple example. We all go to visit the doctor, right? Yeah? Ask your questions, take notes, we'll give you prescription. Who should own that data? You're not.
Have you thought about that? Doctor data? What's your data? This is data that describes you at time t, right? Well, if you ask my opinion, you should own the data. It's your data. And many hospitals I will speak about Ireland, but all in Europe, when you go to the doctor, or for example, you do a scan or something, you come with a DVD or USB, whatever. Here it is. You go. It's your data. You can bring it to your GP. Wait. That will be a huge problem. That's why you will see in some of my publications, I started working about privacy preserving data analytics. How to analyze data where privacy is a factor, right? And then, of course, it started. It's a big field now. It's huge, and it's very difficult. The other one is we will reach a level where we will have these digital worlds where the data is what? It's governed by the data. Let's say, for example, I'm a company. I have a lot of data. I want to be analyzed because I don't have the expertise on that. And there is Google or whatever who analyzes data. Oh, I do it for you. What do we do now? You give them the data, right? To analyze it and give you the results. But they have your data. That's very dangerous, right? See? So we would like to be in a world, in an ecosystem where, yes, I don't have the tools to analyze my data, but I want to be analyzed without giving the advantage of someone else to look into the data because my data is precious, is gold, as it has been said before. Yes, good cybersecurity is important, but cannot address the privacy or the privacy risks. This is a huge future, challenge we need to face. Now, the framework we have now, it's not adequate to solve this. What we try to ask the people, identify the data you are processing. Yeah, okay. But if it's big data, if I don't have the expertise, how can I do that, right? If conduct privacy risk assessment, some sort of checklist, who validates that? And from sector to another, it's completely different. And then, of course, are you collecting, sharing, or keeping the data you don't need? How do I know whether I need data or not? It's another thing, right? And then, of course, how do you know if your privacy is being protected? So, yes, these are guidelines, but they are not suitable. We need to change that. We need a new framework or new frameworks in general, right? So this is a big problem, and we need to deal with it. In addition to, of course, the big challenges I explained to you, how to build, scalable algorithms, efficient algorithms, as well, with high accuracy and so on. These are still problems we need to solve. Yeah, I mean, just to finish with this here is, if you take the data has three states. This is what we call data at rest, when it's stored somewhere. Well, of course, these data centers, you need efficient data governance, you need security and protection models, okay? Which basically the current ones are not efficient. Data in transit, remember big data, you collect this data all the time. It's in transit. How can I make sure the communication protocols are efficient for that? How can I make sure the security models and protocols that are as well good as well? And then, of course, the data in use. There is one thing today, when the data is in the processor, it's actually exposed. So how can we do that properly? Well, so it means there is even foundation at the level of the microprocessor or the GPUs, whatever you call them, and so on. So there, it is another problem. Yeah, no, I arrived here. So I promised you I will give you an example of big data, how big data advanced. Remember, I'm a computer scientist.
And excuse me if I make any, mistakes in the terminology of agriculture. I am not specialist in agriculture, but I can show you what we did, how we modeled it, how we succeeded. And these forms, by the way, some of the process, I will not give you the details because they are under disclosure agreements, first of all, and some of them as well, they are patented, and I will zap there, okay? So anyway, the smart agriculture, well, agriculture has two phases today. If you ask me, the phase of agriculture, we started with what we call agriculture artisanale. Hein? فلاح يخدم. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ce qu'on appelle c'est smart, intensive agriculture. Ça veut dire que on connaît ce qu'on va faire, mais tout simplement comment le faire en gros, c'est-à-dire avec de grosses quantités. Donc on a mis des tracteurs, on a mis des trucs, etc. C'est-à-dire qu'on a créé des robots, on appelle ça des robots, pour aider l'être humain à produire plus. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution de l'agriculture en Occident jusqu'à maintenant. Enfin, même si on le fait, très bien. Mais smart agriculture, it's another level. On a multiplié par je ne sais pas combien la force humaine pour produire beaucoup, mais on a oublié par la suite, on a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on appelle smart. That's why I call it smart agriculture. Precision agriculture, it's not a smart agriculture. L'agriculture de précision, c'est comment utiliser les robots, là, enfin, c'est-à-dire c'est des tracteurs, c'est des machines, etc., de façon à produire quelque chose, c'est-à-dire à automatiser les processus. C'est tout. Donc, on appelle l'agriculture. Pourquoi? Par exemple, si vous allez à l'étranger, les supermarchés, quand on achète des laitues, ces laitues-là, ils ne sont pas là par hasard aujourd'hui. Si on prend Carrefour, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec un agriculteur. On lui donne le procédé. Voilà ce que vous allez faire. Et voici combien ça va prendre. Ça va prendre 33 jours. Le 34e jour, je viens récolter pour alimenter mes supermarchés. Et dans le contrat, qu'est-ce qui est écrit? Si vous ne respectez pas ça, vous ne serez pas payé. Ce qu'on appelle la précision. C'est-à-dire que lui, il est obligé de faire au strict tout ce processus-là. Au bout du 31e jour, on connaît même la taille de la laitue, combien elle pèsera, etc. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Mais ce qu'on avait oublié, c'est qu'on a mis toutes les ressources qu'on pouvait de façon à produire à l'instant T avec la laitue. Mais c'est pareil pour tous les autres aliments. Et après un certain nombre d'années, on a créé beaucoup de problèmes par rapport à l'environnement. L'environnement interne, parce qu'on n'a pas les moyens de faire l'agriculture de précision. C'est ça le truc. Et donc voilà exactement ce que cette figure résume, c'est ça en fait. L'engrais, on va le mettre, on va le récupérer ici, on va le mettre. Tout est c'est l'agriculture de précision. Mais l'agriculture de précision, ça veut pas dire que c'est une bonne agriculture. Donc voilà, donc c'est de l'IoT, c'est des robots, des sensors, locations, etc. Et ça, si je parle de smart agriculture, it refers to the usage of technologies, yes, to increase quality and quantity, while minimizing the labor cost and environment impact. J'ai oublié de le mettre. Et ça, dans 2 ans, il va mettre quelque chose comme 19 billion euros. Donc, il y a un marché énorme. Donc, je vais vous donner Et ce projet-là, quand l'université m'a appelé, avec d'autres, bien sûr, acteurs, dans l'agriculture, etc., on travaillera avec cette entreprise qui est une grosse agroalimentaire entreprise irlandaise.
Donc, si je regarde, moi, je regarde ce que je sais. Je connais mon système, comment il va marcher. J'ai besoin de données, data collections, diagnostic, data analysis and potential problem identified. Parce que qu'est-ce que je dois faire moi en tant qu'informaticien? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas aller comment préparer les laitues, je ne sais rien. Non, je ne vais pas faire ça, mais j'aimerais bien voir comment améliorer le processus. Après, par la suite, quelles sont les décisions à mettre? Bon, après, actions, perform the actions and take measurements against. C'est-à-dire, on a une décision, après, decision making, et c'est différent de actions. OK? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça, c'est une conclusion que je vous donne tout de suite. 40% increase in productivity, 60% reduction in human errors. Ah. C'est-à-dire que les fermiers, c'est vrai qu'ils ont des connaissances très, très bonnes, mais ils font beaucoup d'erreurs. On a oublié ça. Par exemple, ils mettent beaucoup d'engrais ou la méthode, par exemple, de récolte n'est pas bonne, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Alors, moi, je suis revenu une fois que j'ai entendu on a fait le proposal, etc. Et on m'a informé qu'on a the proposal is accepted. Les gens célèbrent. I didn't celebrate. I say, I know I have a lot of work. So first of all, I have to go to learn the terminology of my colleagues, agri people. And as well, I have to solve the problem. I have to show that there is an increase. It took me about 3 months to come with a model. So first of all, I know this. Everybody knows this. You can find it in textbooks. You collect the data, you store it, what we call data warehouses. By the way, data warehouses are different from databases. Think about it. Very, very different. And then, of course, when I have my data is very well modeled, as I explained, subject, dimensions, and measures, right? Then, of course, I try to analyze it. Data mining, I call it here, but you can develop algorithm of machine learnings and so on. You evaluate your results. You can develop one, if they are successful, they are knowledge. This is known. And this process, by the way, is not linear because at any time you have to come back. Maybe the algorithm doesn't work. There is one thing actually you need to know. We have so many algorithms of machine learning. Sometimes you take this machine learning algorithm and this data, it works. You change the data, it doesn't work. It doesn't mean the algorithm is wrong. This data is not suitable. This algorithm is not suitable for this data, right? That's why we have many machine learning algorithms. We have even categories of machine learning algorithms. And now when I review papers, and this is for all you guys, okay, they describe the problem. Oh, I use deep learning. Why do you use deep learning directly? Nobody so far justifies why deep learning is the right solution for this. Right? So be careful about that. So anyway, and I will show you later how I do it. Okay? So one thing, then I have to go and learn what is data in agriculture. It's not easy. Then I have to discuss with the company. The company, do you know how many fields they have in the UK and Ireland? They have 590,000 fields. Les champs, ils ont 990 000 champs. Des champs différents. Vous voyez? Et donc, quand on s'est posé premièrement, je dois comprendre le problème. Après, il faut que je définisse le problème du data. What is the data in data agriculture? Et in addition to that, 990,000 fields. And you do this every year. And you have to intervene maybe every week. You see how much data? For example, in weather data, they collect the weather data every 15 minutes.
That's a problem with big data. Okay, so we have a problem with variety, velocity, all of them. So that's a problem with big data. That's I wanted to show you. Now, don't focus on this. This is my model. I will tell you why. Yeah, we want to use, in order to run these algorithms, I wasn't focused on the optimization of the algorithm in the beginning. I would like to use the cloud as the mean of processing the algorithms. Now, I know, and you know maybe, the data has types, different types. You have, for example, non-spatial, such as, for example, temperature, whatever. And then you have spatial data, the fields. I was talking about fields. There is a space, a spatial element, and there is a time. The way you analyze, that's why I was talking to you, which algorithm do you use, depending on which type of data you have. So spatial, temporal data, or what you call time series data, and so on, we analyze them differently because we have different goals we need to reach. So all of this, you have to take them into account. And you can see how much data we collect. We can, for example, electrical conductivity. I don't know if you know about it, but it doesn't really matter. Here, for example, for the data, we have two sources. We have the ADCON, c'est des stations réelles qui sont plantées sur le champ. Elles collectent des informations là-dessus. Après, we have ITERS, c'est l'équivalent Alger météorologie. C'est-à-dire que c'est un modèle simulé. Hein? Il nous donne un petit peu la température sur le territoire national. Parce qu'on n'a pas toutes les stations dans chaque ville ou dans chaque région, et ainsi de suite. Et c'est pareil par là-bas. Aussi, donc, on a ITERS. Ça, c'est, vous voyez maintenant, quand je parle de variety, on a des données, ça c'est des données réelles, ça c'est des données virtuelles, laquelle il faut prendre. Pourquoi j'ai dit, vous allez poser la question pourquoi? Parce que les données réelles, il y a des stations weather station qui tombent en panne. Pendant qu'elles tombent en panne, qu'est-ce que moi j'ai pas de données? Peut-être je vais piocher ici les données. Donc vous voyez, donc j'introduis ce qu'on appelle the noise. Okay? Donc voilà. Donc on a utilisé deux. Donc quand c'est possible, on utilise celle-là. Quand c'est pas possible, on utilise celle-là. Et puis on fait des approximations, etc. Okay, what's next? Now, après on a ça. C'est ça ce que... pardon. Je ne peux pas retourner en arrière? J'ai trop parlé, non? Ça va? Hein? Ça va, ça vous plaît un peu pendant? J'arrive, il y a des résultats intéressants. Pour un non-informaticien, je vous dis, franchement, j'étais content de notre travail. Bon, on les laisse de côté. Hein? Ça va, Mathieu, c'est calmé, hein? Alors, voilà, c'est bien. Ça va? Voilà, alors je vous parle de data layers. Data layers, pourquoi des data layers? Pourquoi? Parce que, justement, ça c'est pour la visualisation et c'est pour l'analyse. Parce que ce qu'ils veulent savoir, ils veulent savoir, les agronomistes, ils ne s'intéressent pas, est-ce que le sol il est bien, ils s'intéressent combien ils récoltent à la fin. OK? Et aussi parce qu'il y a des contraintes de loi. Par exemple, il ne faut pas mettre autant d'engrais, etc. Donc, il faut que je rentre dans les normes de l'État et produire plus. Vous voyez? Donc, moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, on va travailler avec ce qu'on appelle des layers. OK? Donc, c'est-à-dire, par exemple, comment on appelle ça? Nitrogène. Non. Nitrogène? L'azote. Merci. L'azote, c'est un engrais important, essentiel pour ce qu'on appelle c'est un engrais. Mais il laisse beaucoup de traces
pour l'environnement et qui sont très, très nuisibles. Donc, combien il faut mettre? Et c'est ça ce qui est intéressant, de façon à ce que garder le maximum de productivité à la fin. Donc, on a mis par exemple l'azote, on a mis d'autres, par exemple, les engrais. Hein, il n'y a pas que ça. Il y a du MG. Je ne sais pas si je les ai. On a du P, du K, du MG, le pH, par exemple, etc. On a toutes ces données-là parce que ces compagnies-là, ils ont les moyens de fournir ces données-là. Et tout ça, pour moi, c'est des layers. Okay? Donc, je rajoute. Donc, quand j'accède à ma data warehouse, c'est beaucoup plus facile. J'accède des layers. Okay? Donc, vous voyez ici, par la suite, je représente tout en tant que layer. Donc, par la suite, ils nous ont posé, une fois au début, ils nous ont donné uniquement comment maximiser, quelles sont la relation des nutrients with the yield. The yield, c'est la productivité. On a fait ça. On a sorti ce genre de travail. Mais après, ils nous ont posé d'autres questions. The bigger questions. How can what's the difference? What's the difference between this field and this field? Or this field? Why this one has less yield than the other one? Ah, donc, et les agriculteurs, ils ont une idée. Nous, on a confirmé ces idées-là. Donc, c'est ça ce que je voulais voir. Donc, par la suite, on a utilisé aussi d'autres données satellitaires. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas toutes les données qui sont parce qu'on a 590 000. Donc, on a regardé, donc voilà, yield potential, la production. C'est-à-dire, on voulait prévoir combien ce champ-là va produire en juillet. Vous voyez? Combien? Pourquoi? Parce qu'une entreprise, elle veut savoir ça. C'est leur gagne-pain. Après, change detection. L'un des problèmes, surtout en Europe, mais je pense aussi, il y a des maladies. Vous savez, il y a des maladies. Comment il faut détecter la maladie le plus rapidement possible? Parce que si on ne la détecte pas, on va perdre la production. Donc, et ça, on ne le fait pas, change detection, dans la couleur, etc. Et à partir du moment où on la détecte, et si on n'agit pas beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire le lendemain, on peut perdre jusqu'à 20% de récolte. Vous voyez? Donc ça, c'est... Après, on a regardé le problem slope and aspects, c'est-à-dire la qualité du terrain. Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est montagneux? Et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, moi, j'ai créé, en fait, 4 sous-projets. Hein, donc, premièrement, je veux savoir les limiting factors, les sols, les nutrients, the soil nutrients and weather data par rapport à la production finale. Et aussi, je voulais savoir aussi les engrais, l'impact des engrais. Bien sûr, en addition avec les données climatiques sur le yield. Et par la suite, on a mis en place un logiciel qui s'appelle Spatial Data Analytics. Et aussi, on a rajouté une autre étude qui est justement sur la qualité des terrains, etc. Donc, je vais vous parler un petit peu de quelques résultats scientifiques qu'on a eus, et rapidement d'ailleurs. Donc, on a travaillé avec une méthode incrémentale, ce que nous a donné comme données. Vous voyez, on a beaucoup de données. On a soil data, on a fertilizer data, on a weather data, on a satellite data. Mais ça, si on n'a pas le modèle de données au début, on ne peut pas intégrer tout ça dans une data warehouse. Donc, alors, les studies, les sous-projets que j'ai lancés, en fait, ils travaillent un petit peu sur ces bases de données-là, etc. Mais il y a un autre projet que je ne veux pas le développer ici parce que c'est technique. Et aussi, il y a un patent derrière. C'est que quand on a mergé tout ça pour créer une data warehouse.
Il y a un papier, il y a plusieurs papiers d'ailleurs sur ça qu'on a publié. Vous pouvez les consulter. Je vais vous donner un petit peu la référence à la fin. Alors, pour la soil data, voilà, par exemple, on a du magnésium, on a la texture aussi. Est-ce que, par exemple, c'est calcaire, est-ce que c'est argileux, etc. Vous voyez, quand je vous dis, par exemple, les données sont vraiment variées. Donc, il faut traduire tout ça dans un autre langage, je dirais, pour pouvoir les exploiter. Weather data, pareil. Par exemple, weather data, rainfall, humidity, solar radiation. En Algérie, on a beaucoup. Mais là-bas, on a justement wind speed, etc. Après, on a des sowing dates, quand est-ce qu'on a semé, quand est-ce qu'on va récolter, etc. OK? Donc, je vais vous donner un petit peu donc, on a créé aussi ce qu'on appelle agroclimatic indices, c'est-à-dire que c'est des points je dirais, d'impact, par exemple, sur la température. Quelle est la température, par exemple, qui peut être supportée par le blé? Et quelle est la limite? Ce qu'on appelle la température de stress. Vous voyez? Donc, on inclut tout ça. OK? Après, on a obtenu, quand j'ai regardé les données qu'on a eues, vous voyez combien d'algorithmes j'ai essayé? J'ai essayé plusieurs. Je connais toutes les caractéristiques de ces algorithmes-là, et encore d'autres. Hein. Et j'ai remarqué, parmi tous ces algorithmes-là, ils ont ce qu'on appelle un point commun, c'est-à-dire que de learning. Et j'étais content que j'ai plusieurs algorithmes qui auront les mêmes presque résultats. Et à partir de là, je peux confirmer que ces algorithmes-là, de ce type d'algorithme, ils peuvent répondre à l'analyse de ces données. D'accord? Vous voyez? Ici, par exemple, si on regarde par exemple, de MAI, par exemple, 121, 112, c'est pas si on analyse the significance of the result, there's no significance. Okay? Donc, et là, j'ai un certain nombre d'algorithmes qui me permettent de dire que je peux faire. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose. R-square. Do you know R-square? Quand est-ce que R-square est bon? Lorsqu'il tends to 1. Okay? You can tell me why you are happy with 1.4. I'm happy with 1.4 because I'm only analyzing soil nutrients and weather. But the yield doesn't depend only with soil and weather. It depends as well on fertilizer and other operations. Which basically, when we calculated this, I'm happy with this because when I add the fertilizer, I will increase it. Okay? That's the trick. So, see, il faut valider vos algorithmes. Après, well, next steps, we are doing this. We are analyzing the remaining data. We have the results already, but I wasn't given the green light to present them. Now, fertilizer and weather data, it's another thing, another study. Yes, I want to find the limiting factors for this. Okay? So what we did, well, we basically have the fertilizers, the NPK, SMG, and so on. Okay? And we have, of course, the weather data, which is the same. Now, I will give you the data we have, the results, sorry. Again, the same thing. Here you are. I use many algorithms with different features, all right? And you see, I'm with 0.8. Can you read from there? 0.8, 0.8, 0.7, and so on. So all the ones I exclude, they are the ones at the bottom, okay? Which I'm not happy with that. So it means then again, the experimental results are stable for most of the learning algorithms used there. So then I'm happy with this type of algorithms. They can reflect, they can extract knowledge from this data, okay? Next step, of course, and we did that because we included it now in the last report. Well, this is the beauty, actually, and please listen to me. So with the satellite data, one of the problems of satellite data, le satellite qui est à quelques
centaines de kilomètres. In a good weather like Algerian weather, you will have that. In Irish weather, you have that. Okay? Yeah, we have the data, we have the resolution, 10 by 10 meters. C'est déjà pas mal, etc. Mais le problème, c'est ça. Et ça a posé un énorme problème pour des données satellitaires. On a dit qu'on ne peut pas travailler avec des données satellitaires parce que UK and Ireland, it's always cloudy and gray weather and it cannot work. Anna, j'ai rien dit. Hein? J'ai dit, je vais essayer. Okay? So, because in order to see this, you need to remove the cloud. That's the trick. So what we use, I will go straight away to the thing. We need to analyze, we need to filter this data. We need to remove the clouds. Okay? Now, listen to this. This is, these are the dates where we can collect good pictures. As you can see, there are days we cannot because it's cloudy. Now, the clever idea is this is the crop growth model as developed by the agri people. We have phases. So now I have if I come back here, I have a picture here, and then I have many pictures because it was raining and so on, and then I have another picture here. But in this here, I can associate it to the level. But this one here, it's not precise the way they have it. They have only faces, right? You understand? So using this, some tricks algorithms, we can generate this. What does it mean? It means if, because of this, I know what will be roughly the day which is missing, then if I know, they can go back and they say, the feature of this cloud, I can remove it, right? I'll come back to you even better than that because of big data, okay? Now, when I analyze all the data I collected from the fields, in relation to the model I showed you earlier on, I have this. Now, you know what colleagues in statistics? Colleagues in statistics, you have too much noisy data, right? Well, I said, no, I don't believe that. I don't believe it's noisy data. So this is really great. The data in blue, it's the outliers, we remove them, but the data in yellow, it's correct. Listen to me now. When we try to do this, because different fields, they have different behavior because of the texture, because of all the different parameters. Now, when we analyze this, we extracted this equation, and this is the middle of it. The good thing about this equation is we have these parameters, right? These parameters, they can stretch here and every day, which means now not only we have a model, we put it into equation. It means if I see it today here, I can know why, and therefore I may put a little bit more fertilizer, right? To bring it to the level and so on. So we put it into equation. And this is one of the best results that the big data can give you, I can tell you. So the model they have, it's this. Now it's made into equation. And this is for winter wheat, okay? We can, of course, expand that to different crops, okay? And the algorithm now of removing, not only we have the algorithm for removing the noisy data from the cloud, we have an algorithm, well, we have a model, right? And that's something in the community. By the way,
they don't want me to tell you more than that because the company has the rights to keep this as a competitive advantage against the others. Now, here is the algorithm how to remove the noisy data. Here, this field, there is a cloudy here. That's the picture I have. Now, with the two successive algorithms, we generated this, and then we generated the final, which is correct at 99.9%. And the correct one is this one. And when we compare this to the neighborhood, perfect. So we have an algorithm to remove the noise. Do you remember the CEO of the company said, Tahar, this is magic. You couldn't believe it. Yeah, see? What computer scientists can do to the agriculture. I always put it on the back, not of maybe of our cleverness. I put it on the back of the big data, right? So this is one of the big results we have. Now, again, the deep learning. We use deep learning because there is a reason why to use it, okay? We tried algorithms, and because based on the features we have, then we judge that deep learning is the right one to use, okay? Then, of course, when we use deep learning, the emergence date. Quand on sème du blé, on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on aura comment ça s'appelle en français, emergence. Quand la plante, elle sort du sol. Hein? Émergence, ça? Émergence. Maintenant, on peut prévoir ça. Parce que pourquoi? Parce que maintenant, on peut enlever les nuages. Même, on peut le prévoir. Et avec le deep learning, c'est encore mieux. On le fait ça. Et avec les premières expériences qu'on avait eues, on avait ça du 87%. Maintenant, on a des modèles qui tournent sur nos machines. Et on veut aller jusqu'à 98, évidemment. Etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, un autre résultat qui est hyper important, c'est on a trouvé que nos confrères, c'est-à-dire experts en agriculture, ils ont une idée, mais ils ne savent pas le mettre. On a trouvé, par exemple, un terrain qui n'est pas plat, et they have slope. That slope, ces terrains, ils produisent moins, vous voyez, que les autres. Et nous, on l'a mis en place. On l'a mis en place. Et je vais passer rapidement un petit peu, parce que je pense que mon temps il est déjà passé. Donc maintenant, en plus de ce qu'on avait fait, on sait manipuler les images, on a mis des algorithmes très sophistiqués pour passer du pixel à des layers. OK? Donc maintenant, on peut enlever des layers. C'est comme on fait comment ça s'appelle, du scanner sur l'être humain. On sait générer ça. Ça, c'est un autre patent aussi. Après, on a fait aussi donc, je vais arriver à ça. Par exemple, voilà. Par exemple, ce terrain-là, il y a des slopes. Okay? Donc, on a une ici. Donc, qu'on a bien précisé ici. Et on sait que ceux-là, ils ne vont pas produire beaucoup. Si on sait qu'ils ne vont pas produire beaucoup, pourquoi on va faire plus d'engrais? Et ces images-là, on peut les mettre sur un tracteur, fertiliseur. Quand il arrive avec un GPS, quand il arrive ici, il va mettre une certaine quantité. Quand il arrive ici, il va réduire, et ainsi de suite. Donc, on a optimisé the fertilizer based on the zoning. This is what we call dynamic zoning. Slopy area, flat area. Vous voyez? Et ça leur apporte 45% d'économie en termes de fertilizers. Voilà. Flat area, etc. On a des résultats. Hein? On a des résultats qui confirment ça, etc. On a mis vous voyez, par exemple, ici, on a sur des terrains qu'on a sélectionnés. Nous, on les connaît, mais ils ne veulent pas qu'on publie les trucs. Par exemple, ici, là, les zones, vous voyez, de 8.3 et c'est du 8.6. Ben voilà, on parle de tonnes. Hein.
Donc, on sait que on a moins. Voilà, ça maintenant, on l'a mis de manière, on a mis dans notre software que on a transféré à l'entreprise et ils nous payent des royalties. Malheureusement, moi, j'ai rien. C'est pour l'université. Vous voyez, et voilà, donc les terrains on a développé, on a déployé cette technologie et que cette technologie a réussi et que l'entreprise il voulait nous donner encore plus d'argent pour faire beaucoup plus de trucs, ils sont là, c'est en Angleterre. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, voilà, donc l'autre problème qu'on va étudier, pour ceux, il y a quelqu'un qui sont en agriculture ici? Ouais, zut. Nitrogen use efficiency. Est-ce que vous avez entendu parler de nitrogen use efficiency? On veut savoir pour un champ particulier, quelle est la capacité optimale des engrais. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est l'État qui décide. Il ne faut pas mettre plus de tonnage. Le tonnage maximum, c'est pour tout le monde. C'est comme la vitesse des autoroutes. 120. Voilà. Vous voyez? Et si on veut savoir, est-ce que ce terrain-là, et c'est un terrain de 12, par exemple, 220 kg par mètre carré, etc. Ce qu'on appelle, donc ça veut dire nitrogen use efficiency. OK? Et on est en train d'étudier, de faire ça. On a des résultats qui sont ambigus. Pourquoi? Parce que les fermiers, ils étaient tous biased. They were biased. They use to near them optimum. Si le maximum il est de 300, c'est tout le monde qui tire vers le haut. Et comme ces années-là, vous avez remarqué qu'il y a des problèmes sur les engrais? Les prix ils ont flambé. Et maintenant, c'est tout le monde qui fait « Ah, comment je vais faire ?» Vous voyez? Parce qu'on utilise, c'était moins cher. Donc, ils utilisent le maximum. Vous voyez? Et ça, c'est hyper intéressant. La conclusion, malheureusement aussi, c'est la seule négative conclusion que je vais vous donner. Comme les données étaient pas bonnes, parce qu'ils étaient tous biased, donc on a demandé de reprendre les données, enfin de récolter de nouvelles données. Et pour moi, c'est un nouveau projet qui commence, hein, d'une dizaine de millions de dollars, etc. OK? Voilà. Donc, j'arrête. Je pense que j'arrête ici. Ça, c'est des... Voilà. شكرا بروفيسور طاهر الكشادي على هذه المحاضرة. أشكرك. سأدعوك بعد قليل من أجل الإجابة على الأسئلة.